Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Je commence ici en fait mon avant-dernière vidéo, celle consacrée au chapitre sur le progrès des sciences et des Lumières au XVIIe et au XVIIIe siècle. La dernière fois, je vous ai laissé sur cette chronologie qui montrait une multitude de découvertes ou d'inventions en physique, en chimie, en SVT, en botanique, en technique, etc., etc. On a également des progrès dans un domaine beaucoup moins classique des sciences, hein, aussi dans les sciences humaines, à savoir donc dans l'économie, avec des économistes, notamment en France, qu'on appelle les physiocrates. Je vais vous expliquer quelle est leur théorie et qu'est-ce qu'ils ont affirmé d'important. Donc les physiocrates, ils sont célèbres, notamment celui qui s'appelle François Quesnay, hein, qui est le plus connu d'entre eux, pour son tableau économique de la France, c'est-à-dire cette espèce de schéma qui montre en fait la circulation de l'argent et des produits dans l'économie française en fonction des différents acteurs, à l'image de ce qu'on apprend aujourd'hui au lycée dès qu'on fait des SES, c'est-à-dire son œuvre, c'est l'ancêtre des circuits économiques qu'on analyse lorsqu'on fait de l'économie contemporaine. Donc là par contre c'est donc un circuit économique, un schéma qui est à l'image de la société de l'époque, centré sur l'agriculture. Donc en vert, vous avez une première catégorie d'acteurs, ce sont les agriculteurs, c'est en gros notre secteur primaire. Vous avez en bleu la classe des propriétaires, et puis en violet, là en sombre en bas, les commerçants et industriels, ce qui correspondrait à notre secteur secondaire. Et toutes les flèches, ce sont des échanges. Donc leur travail a l'avantage, a l'intérêt de mettre en avant qui sont les acteurs de l'économie et quelles relations ils entretiennent, quels sont les différents échanges et les interrelations, les connexions entre ces différents acteurs de l'économie. Donc je vous disais, leur œuvre est l'ancêtre des circuits économiques d'aujourd'hui. Là, je vous en ai mis un actuellement qui était consacré à un cours de SES de première. Donc vous voyez, aujourd'hui, donc on n'a plus trop les agriculteurs, les propriétaires et puis les producteurs, mais on a les ménages, c'est-à-dire donc les consommateurs citoyens, les banques, l'État, le reste du monde, les entreprises, et de la même manière, vous voyez donc les acteurs économiques et vous voyez les flèches, qui sont donc tous les échanges, toutes les connexions qu'il y a entre ces différents acteurs. Donc de voir l'économie comme un système avec des acteurs et une multitude d'échanges, ça à l'époque c'est moderne comme vision, c'est une découverte importante dans le domaine des sciences économiques. Donc ça m'amène à cette trace écrite que vous pouvez recopier. Des économistes appelés physiocrates s'intéressent à l'agriculture et ils réalisent les premières représentations de circuits économiques, un outil encore utilisé de nos jours dans cette discipline. Ils défendent une idée moderne, la libre circulation des céréales, ce qui donnera plus tard lieu au libre-échange. Et ils ont donc un regard moderne sur le fonctionnement de l'économie qu'ils arrivent à expliquer, à illustrer d'une manière très simple et très pertinente. Ok, donc Physiocrate, les économistes qui mettent en valeur l'agriculture et le fonctionnement de l'économie comme un système. Ok. Ensuite, donc parmi tous ces découvreurs et toutes ces découvertes, on a aussi quelques femmes. Alors, je vous cache pas qu'elles sont une minorité à s'impliquer autant dans les sciences, vu le sexisme qui règne à l'époque. Néanmoins, Émilie du Châtelet a joué un rôle important dans le domaine scientifique. Cette chronologie va montrer les différentes étapes de sa vie. Donc elle naît en 1706 dans une famille noble, hein. Donc évidemment les femmes de milieu modeste ou de l'agriculture, elles ont ni l'éducation ni le temps de s'intéresser aux sciences. Donc elle a été bien éduquée par des précepteurs, elle a eu un grand astronome comme professeur, et voyez lorsqu'elle joue un rôle, c'est clairement précisé après. Elle rencontre Voltaire avec qui elle entretient une relation amoureuse, donc elle connaît les idées de Voltaire et elle-même peut influencer les points de vue
de Voltaire. Elle soumet anonymement à l'Académie des sciences un travail sur la nature du feu. Il est publié. Donc, elle a rédigé ses propres écrits scientifiques en physique. Elle aide Voltaire à rédiger donc sa philosophie Newton. Et a priori, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle connaît tellement bien les théories scientifiques qu'elle est reçue à l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne. Bologne, c'est donc en Italie. Donc, vous voyez que elle connaît les écrits de Newton, elle connaît Voltaire, elle connaît les grandes théories donc de la physique, notamment celle du feu. Elle rédige des ouvrages scientifiques, elle est en contact avec des scientifiques de son époque, et elle connaît très bien Newton. Donc, Émilie du Châtelet a été réellement une femme de science à l'époque du siècle des Lumières. Il n'y avait pas beaucoup de femmes de science à l'époque, mais elles existaient. Il faut le savoir. Certes, si on voit par exemple tous ceux qui ont contribué à l'écriture de l'encyclopédie, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais certaines, avec leur caractère fort et leur volonté, arrivent à s'affirmer et à participer à cet effort scientifique. Ensuite, je vous avais parlé tout à l'heure de théorie, mais il y a aussi des inventions très techniques, très matérielles. C'est le cas des machines à vapeur comme celle de Newcomen ou celle de James Watt, c'est évidemment plutôt le deuxième qui est resté célèbre. Alors, comment ça fonctionne vite fait? Donc, on a la machine de Newcomen à gauche, la machine de James Watt à droite. Donc, à chaque fois, on a un foyer avec un foyer donc qui est alimenté en charbon qui sert à chauffer de l'eau. L'eau nous donne de la vapeur va pousser le piston et va créer en fait une force. La différence entre les deux, c'est que la machine de Newcomen à gauche crée un mouvement axial, vertical si vous voulez. C'est notamment pour créer une pompe pour les mines, pour actionner le mouvement d'une pompe, alors que la machine à droite donc de James Watt est plus efficace, plus utile, parce qu'elle entraîne un mouvement rotatif. Et du coup, mouvement rotatif, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, beaucoup d'autres machines. Plus tard, ce sera par exemple pour toute l'industrie du textile, pour faire tourner les bobines de fil. Donc la machine de James Watt est plus connue et est restée plus célèbre parce qu'elle était plus utile et plus efficace. D'accord ? Donc on a bien des inventions très concrètes, très techniques au cours de ce XVIIIe siècle. Des inventions qui plus tard vont permettre la révolution industrielle du 19e siècle. Sans ces machines, la révolution industrielle aurait sans doute eu beaucoup moins d'écho, beaucoup moins d'importance, beaucoup moins de puissance. Enfin, il y a justement l'encyclopédie dont je vous parlais il y a quelques minutes, qui a deux grands directeurs, donc Diderot et d'Alembert. Elle a été rédigée à la fin donc du XVIIIe siècle, peu de temps avant la Révolution française. Alors là, je vais vous demander donc de faire une étude de cas, une fiche, pour dans un peu plus d'une semaine, pour que vous ayez bien le temps de vous en occuper. Du coup, donc, vous avez là déjà deux documents. Une carte qui vous montre la diffusion de l'encyclopédie en Europe, une chronologie, là encore, on en a bien besoin en histoire. La fiche contiendra également ce document, cette infographie. Elle contiendra cette illustration qui est tout droit sortie de l'encyclopédie, qui appartient au volume de l'encyclopédie. On parle d'une planche technique. Et il y a aussi donc également ce texte qui montre l'objectif recherché par Diderot. Donc voilà, sous peu, je vous envoie donc la fiche, il y aura les questions directement dessus, et vous la faites pour un peu plus d'une semaine, je mettrai ça dans le cahier de texte. Vous avez là donc la conclusion du chapitre, et avec la correction de la prochaine fois, ça terminera donc ce chapitre sur l'essor des sciences et des Lumières. Soyez bien sérieux, faites bien le travail demandé, merci pour votre écoute et à bientôt.